Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de On passe à l'action, une émission où l'on cherche à mettre de la tonicité, du peps à votre épargne financière et à vos investissements. Et aujourd'hui, on accueille Rami Hassoun, directeur d'Inextinso Transmission. Bonjour Rami. Bonjour Fabien. Bon, en tout cas, bienvenue pour cette émission. En tout cas, merci d'être venu, puisque l'idée d'aujourd'hui, c'est d'échanger ensemble un petit peu sur un contexte économique pas évident, à la fois pour les entrepreneurs, pour leurs entreprises et aussi pour nos amis investisseurs. Puisque, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on est sur un niveau d'inflation assez désagréable, même si elle est affichée aux alentours de 5 ou 6%, on a tous le sentiment aujourd'hui qu'elle est plutôt entre 8 et 10%, voire plus. On voit l'augmentation des taux de prêt, qui effectivement, on en discutera avec Rami, peut être un frein ou une opportunité d'ailleurs pour les investissements dans les entreprises. On voit également, toujours pour ces chefs d'entreprise, des inflations sur les salaires, puisque en moyenne l'année dernière, on a eu, suivant les secteurs d'activité, mais des augmentations de salaire de 12%. Et c'est vrai que pour un investisseur aujourd'hui, ou un épargnant, ou un chef d'entreprise, il y a des questions qui se posent. Alors Rami, peut-être en quelques mots te présenter, puisque directeur chez Inextinso Transmission, ça fait 3 mots. Et 3 mots qui veulent dire quoi du coup ? Bon, directeur déjà, c'est un grand mot. Gardons un peu d'humilité. Me présenter très rapidement. 7 ans d'entrepreneuriat, 5 ans de capital investissement dans un fonds d'investissement, et puis 5 mois maintenant, depuis 5 mois maintenant en tant que directeur M&A chez Inextinso Finance. Exactement. Alors la raison pour laquelle Rami est ici avec nous, hormis le fait que c'est un professionnel de très bonne qualité, c'est que on a souhaité, lorsque on a échangé ensemble autour d'un café, partager avec vous une discussion qu'on a eue, qui est la discussion de se dire, ok, moi je suis épargnant, j'ai de l'argent, moi je suis chef d'entreprise, j'ai peut-être un petit peu de trésorerie et des projets. Qu'est-ce que je devrais faire dans le contexte actuel ? Alors si on prenait le point de vue déjà de l'épargnant, Rami, comment toi, en tant que conseil, puisque directeur chez Inextinso Transmission, c'est aussi et surtout conseiller des chefs d'entreprise dans des stratégies, dans des opérations de financement. Comment toi, tu perçois aujourd'hui les PME et par rapport à nos épargnants qui nous écoutent, nos investisseurs, est-ce que aujourd'hui tu as confiance dans ces PME-là ? Comment tu te projettes toi en tant que conseil ? Disons qu'il y a deux questions dans ta question, Fabien. La première serait comment des personnes physiques, donc c'est-à-dire toi, moi ou n'importe qui, pourraient investir dans des entreprises. Exact. Qu'elles soient start-up ou PME. Et la deuxième, c'est quel est le projet de croissance des chefs d'entreprise qui, eux, détiennent une PME. C'est exact. Peut-être que je vais répondre par la deuxième en premier. Avant toute chose, la question à se poser, c'est quel est le projet ? Pourquoi ça ? Parce que pour lever des fonds, ça n'a aucun sens. Quel est le projet ? Est-ce que j'ai développé au sein de mon entreprise de la R&D ou j'ai un projet de développement au sein de mon entreprise qui nécessite du cash en trésorerie que je n'ai pas forcément, qui va me permettre d'aller chercher des parts de marché significatives. Pour le coup, dans ce cadre-là, il est intéressant de laisser une part de gâteau de son entreprise à un fonds d'investissement qui va vous accompagner pendant 3-5 ans et puis ressortir par la suite. Et c'est sur ce momentum-là que lui fera sa plus-value. Dans l'optique de financer ce projet de croissance, on dit interne ou organique. Il peut y avoir une autre typologie de projet pour la PME, toujours pour cette deuxième question que tu m'as posée, qui est la croissance externe. Ce qu'on connaît un peu plus, c'est-à-dire racheter tout simplement des concurrents ou alors une entreprise qui serait dans un axe stratégique de l'entreprise. Encore une fois, l'idée est toujours la même, c'est prendre des parts de marché, accroître la rentabilité. Donc ça peut très bien être prendre des parts de marché, c'est-à-dire sur la partie chiffre d'affaires, bien sûr, ou accroître la rentabilité de l'entreprise pour justement améliorer la marge. Si on reste sur cette deuxième question, donc si on s'adresse vraiment à nos chefs d'entreprise qui nous écoutent et on les remercie,
C'est vrai que moi, quand j'échange et quand on échange ensemble avec les chefs d'entreprise, ils se posent la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que dans un contexte un peu chahuté, est-ce que c'est le moment de croître, d'augmenter, peut-être de prendre un petit peu de risque? Parce que quand je fais rentrer un investisseur, quand je vais faire des investissements bancaires, quelque part, je vais devoir rendre des comptes. Et est-ce que c'est le bon moment de le faire? Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que c'est les grands groupes, dans le transport, dans l'industrie, qui arrivent à tenir le plus aujourd'hui sur le marché parce que ils phagocytent un peu le marché, sont capables par moment, par leur trésorerie, de proposer des prix pour peut-être mettre en difficulté leurs concurrents. Comment un banquier d'affaires comme toi aujourd'hui, comment toi tu te positionnes par rapport à ça et qu'est-ce que tu réponds à ces clients-là qui nous écoutent? Parce que quelque part, contexte pas facile, mais aussi c'est dans les moments pas faciles qu'on prend des décisions décisives. Comment toi tu te projettes en tant que... Moi j'ai bien compris ce que tu nous as dit, que toi en tant que banquier d'affaires, ce que tu vas donner, c'est autant un intérêt au contexte qu'au projet. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien d'investir pour investir. Moi, ce que je veux, c'est vous accompagner et vous aider à trouver le projet qui vous va bien. Si c'est de la R&D, je vais vous aider à lever les fonds pour votre R&D parce que j'y crois, parce que vous m'avez convaincu. Si vous voulez acheter une autre entreprise, je vais vous aider à la financer parce que j'y crois et je suis convaincu et que vous aussi. Comment toi, qu'est-ce que tu dirais à ces dirigeants? Bon moment, mauvais moment? Ça peut que être le bon moment. Ça peut que être le bon moment à partir du moment, justement, qu'il y a un projet. Du cash, dans les fonds d'investissement, il y en a. Si vous voulez qu'on parle de manière triviale, on peut y aller. Par contre, déployer ce cash ne se fait pas ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier, ni il y a 10 ans, ni dans 2 ans, s'il n'y a pas un projet à l'appui. D'accord. Du coup, dans ce contexte de taux que tu as cité, oui, il peut y avoir l'effet de levier, c'est-à-dire quand on investit, quand il y a un investissement qui est fait par un fonds d'investissement à votre capital, vous allez mécaniquement augmenter votre capital. On va pas forcément rentrer dans le détail de l'alias fiscal et le passif, etc. L'idée est très simple, c'est que les banques ont un certain ratio, plus vous augmentez vos fonds propres, plus vous avez la capacité de vous endetter. Dans ce cadre-là, le contexte fait que les prêts sont peut-être un peu plus chers. Néanmoins, on a une étude globale du projet qui fait qu'il est intéressant ou pas intéressant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que la banque est encore à voir, parce que tout n'est qu'une négociation de gré à gré, de manière générale. Je pense que c'est pas à toi que je le dirais. Peut-être que la banque va demander un peu plus d'apport pour pouvoir effectuer ce projet. Et justement, c'est dans ce cadre que si la société n'a pas forcément cet apport ou si sa capacité d'autofinancement ne permet pas de faire cet emprunt, elle peut faire rentrer un fonds d'investissement à son capital. Peut-être pour finir sur ce point, je vous disais que du cash, il y en a. Sur le capital investissement de manière générale, on a différentes parties, différentes verticales de métiers. Vous avez le capital risque qui est dédié aux startups, le capital développement transmission qui est généralement dédié aux PME, ETI, et puis enfin le capital retournement. Si je fais une comparaison très simple sur le retournement, c'est comme acheter un appartement à la barre du tribunal, le retaper et puis le revendre par la suite. Et il y a des très très bons fonds qui sont très compétents justement sur ce point-là. Maintenant, si je mets un peu ça de côté, la partie retournement et le premier point, la partie start-up, et on se concentre sur la partie PME, c'est là où est fléché majoritairement le cash dans les fonds d'investissement. Donc, pour faire simple et pour synthétiser ce point-là, si vous êtes une PME ou une ETI qui a un projet solide, et d'ailleurs, on est là pour pouvoir vous challenger et vous accompagner dans ce projet, on peut solliciter les différents fonds pour pouvoir apporter un peu plus d'apport dans la perspective d'avoir un effet de levier sur la dette. Et tout ça, entre le capital et la dette, vous avez un cash-in, c'est-à-dire une enveloppe globale de cash qui rentre dans les comptes de l'entreprise, qui vous permettra d'effectuer ce projet. Donc, la vraie question initiale, c'est pourquoi ? Exact. S'il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de projet. Et s'il n'y a pas de projet, écoutez, soit on peut s'en reparler dans un an. Ça me fait penser à l'enchaînement sur les tuches. Pourquoi la France est bonne? Parce que les patates, le fromage, etc. Cela dit, ce que dit, malgré cette petite blague, ce que dit Rami est très important. Et
on le perçoit et d'un point de vue banquier privé ou d'un point de vue conseil aux dirigeants actionnaires, on sent qu'aujourd'hui, petit à petit, le niveau de vie, c'est-à-dire la zone de jeu d'une entreprise qui aurait un chiffre d'affaires en France ou en Europe, elle est en train de se restreindre parce que l'augmentation des prix de l'énergie, parce qu'on a une devise qui est en difficulté, même si on veut pas le dire, par rapport au dollar, mais aussi par rapport au yuan, parce qu'on a un sujet sur les matières premières et qu'on n'est pas indépendant, et qu'aujourd'hui, lorsque je suis un chef d'entreprise, lorsque j'ai une boîte, finalement, jusqu'ici, mon terrain de jeu, c'était peut-être un chiffre d'affaires potentiel de 100, et aujourd'hui, c'est peut-être un chiffre d'affaires potentiel de 80, de 60, avec le même nombre d'acteurs. Et ce qui est très intéressant dans ce que dit Rami, c'est que s'il y a le bon projet, c'est-à-dire que si on a bien compris comment adresser ce pool qui est un petit peu plus faible que ce qu'il était il y a 5 ans, il y a 10 ans, eh bien finalement on va pouvoir aller plus vite que ses concurrents, on va pouvoir marquer des points et évidemment aller gagner des marchés. Et donc c'est toujours intéressant de se rappeler que il y a un enjeu et cet enjeu-là, eh bien, il doit être bien perçu. Donc ça, c'était très clair pour cette partie-là. Rami, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite pub, une petite pause et qu'on revienne pour la deuxième partie. C'est aussi les opportunités qui sont données par des investisseurs étrangers, des grands groupes qui pourraient avoir envie d'acheter notre chef d'entreprise et qui pourraient aussi permettre à nos épargnants qui auraient des actions dans ces entreprises d'en bénéficier. Une petite pub et on revient dans quelques instants. Vas-y, merci. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac, toujours en pleine forme, toujours accompagné du terrible et du redoutable Jean-Pierre Germain, qui est accompagné également à sa gauche de Rami Hassoun. Rami qui nous a expliqué dans cette première partie d'émission l'intérêt d'aller lever des capitaux, l'intérêt de venir doter un dirigeant d'entreprise soit sous forme de fonds propres, soit sous forme de dette d'un capital plus important. Et on a vu l'importance dans la stratégie du chef d'entreprise. Alors Rami, le projet est clair. Moi, je veux racheter, ou en tout cas mon client veut racheter une société concurrente. Il va lever des fonds pour ça. Ben, la question, c'est pourquoi il passerait avec toi? Déjà, merci pour Claude Nougaro et Armstrong. Oui, effectivement, merci à tous les Toulousains qui nous écoutent. Très belle, j'adore cette musique. Pourquoi par moi? J'ai envie de dire pourquoi pas, d'une part. D'autre part, c'est que chaque fonds d'investissement a sa politique d'investissement. Et donc, si aujourd'hui, vous êtes une PME, une ETI, une start-up, peu importe, ou vous êtes dans le secteur d'activité, dans l'industrie, dans l'énergie, dans l'IT, vous avez des typologies de fonds d'investissement qui sont différents. Donc, d'une part, il faut les connaître. D'autre part, il faut connaître leur politique d'investissement eux-mêmes. Par exemple, ils peuvent rentrer au capital de certaines entreprises s'ils font tant de chiffre d'affaires ou s'ils font tant de rentabilité ou si le marché est de temps. Donc, il faut bien les connaître. Et enfin, quand je parlais de secteur d'activité, vous avez on n'étudie pas de la même manière une entreprise qui est dans l'IT, dans l'énergie ou dans l'industrie, par exemple. Dans l'IT, si on ne sait pas ce que c'est une SPV, ça va être compliqué. Si on n'a pas le réseau des fonds d'investissement dans l'énergie, ça va être un peu compliqué aussi. Pareil pour l'IT, le churn, l'industrie aussi, de manière générale. Donc, pourquoi, pour répondre à ta question de pourquoi passer par nous, c'est que moi-même, j'ai été déjà dans cet environnement pendant plus de 5 années, qui m'a amené à connaître, à étendre le réseau d'une part, et à travailler sur les différents dossiers d'autre part. Et peut-être qu'on y reviendra juste après, mais dans le cadre d'une levée de fonds, on n'a pas que le financier, on a le juridique. Et le juridique et le financier s'envisagent de manière égale dans la négociation avec un fonds d'investissement. Et nous, et moi-même, et In Extenso Finance, nous sommes là pour vous accompagner clé en main, que ça soit à partir du moment où on va effectuer la documentation qu'on va envoyer aux différents fonds. Et je salue d'ailleurs l'ensemble de l'équipe d'exécution qui travaille de manière très professionnelle avec une très grande expertise sur le sujet, jusqu'à la négociation avec les différents fonds d'investissement pour arriver au closing. Tout ça englobe tant la connaissance des fonds,
en synthèse, que la négociation de la valeur de votre entreprise, que enfin la négociation de l'ensemble de la documentation juridique pour arriver in fine au closing et à l'exécution de votre projet. Je pense, voilà, pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je pense qu'effectivement le choix d'un banquier d'affaires, c'est tout sauf anodin, et c'est avant tout le choix d'une tranche de vie. C'est-à-dire que là, dans le cas de Rami, si moi je devais synthétiser en 3 points les raisons pour lesquelles il faudrait le prendre, c'est un ancien entrepreneur, donc on parle d'entrepreneur à entrepreneur, ça c'est le point 1. Le point 2, c'est qu'effectivement, de par son expérience dans des précédents établissements, il a une très bonne connaissance du marché des fonds d'investissement. Donc ça, c'est utile pour un client, effectivement, qui a besoin finalement d'un point d'entrée, de se libérer du temps de cerveau dans cette recherche. Et effectivement, comme tu l'as souligné, puisque il nous écoute aujourd'hui, et on les remercie, la qualité de ton équipe d'exécution, puisque évidemment, sans équipe, c'est toujours très très compliqué de bien avancer, et une bonne équipe de juniors et de seniors, c'est ce qui fait la différence. Donc effectivement, un choix important à faire. Alors Rami, quand on a commencé cette émission, on avait 2 questions. La première, c'était: est-ce que c'est le bon moment pour un chef d'entreprise d'investir et finalement de partir en conquête? Tu viens de nous répondre oui, avec le bon banquier d'affaires, virgule moi-même. Et puis la deuxième question qu'on avait, c'était pour un particulier, pour un investisseur, est-ce que dans ce contexte-là, dans un contexte où on pourrait imaginer que les entreprises les plus fragiles sous pression pourraient peut-être faire faillite, que certaines sociétés PME, TPE aient du mal à verser des dividendes à leurs investisseurs, ou même simplement que ça soit plus difficile dans un contexte international pour une entreprise de sortir du lot, est-ce que c'est le bon moment pour un investisseur particulier, soit sous forme évidemment de business angels, soit sous forme de fonds de private equity, c'est-à-dire de fonds de titres non cotés, d'investir, selon toi, dans la thématique de ces PME. De ton point de vue, toi qui les fréquentes tous les jours, ces chefs d'entreprise, ces entreprises, qu'est-ce que tu en penses, toi? Vis-à-vis des personnes physiques, je pense à chacun ses compétences, et sur ce point, notamment sur la partie fiscalité du dirigeant, tu es bien mieux placé que moi pour pouvoir en parler. Je te laisserai la main à ce niveau-là. Me concernant, quand on a des personnes, donc comme toi, comme moi, ou autres, qui souhaitent investir au capital des entreprises, ils deviennent, c'est comme ça qu'on les appelle, des business angels. Alors, messieurs et mesdames les anges, l'idée est très simple. C'est déjà, est-ce que vous avez de l'appétence pour le sujet? Parce que investir seulement... Moi, j'ai de l'appétence pour gagner de l'argent, Rami. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que investir seulement pour gagner de l'argent, bon, il peut y avoir d'autres produits. Et c'est là où je te laisserai la main. Par contre, investir pour gagner de l'argent dans une perspective de soutien de l'économie territoriale et aussi peut-être de reproduire un peu ce que vous-même, vous avez vécu au sein de votre expérience entrepreneuriale, et donc apporter ces différents éléments aux dirigeants que vous allez accompagner, ça, c'est un autre sujet. Donc je pense que d'une part, quand on est business angel, je pense qu'il faut avoir un peu cette fibre-là de vouloir transmettre quelque chose, transmettre un savoir. On n'est pas que dans une relation de cash. Maintenant, souvent, ce qu'on voit dans les entrées des business angels au capital des entreprises, c'est qu'au final, elles sont un peu structurées de la même manière que les fonds. Donc, ils vont aller chercher la même plus-value qu'un fonds d'investissement pourra aller chercher. Et en soi, là-dessus, il n'y aurait pas d'activité de fonds d'investissement si ce n'était pas rentable. Exactement, tout à fait. Et donc, pour le business angel, ça l'est tout autant. Avec la petite nuance du projet ou de la transmission du savoir. Exactement. Alors, on en revient toujours au pourquoi, qui est un petit peu le leitmotiv de cette intervention, et qui est quelque chose sur lequel tu as souhaité mettre un accent depuis le début. D'un point de vue banquier privé, et pour fréquenter aussi et pour conseiller des familles de dirigeants actionnaires, je vous dirais que le sujet, c'est assez simple. Mais pourquoi c'est assez simple si on est méthodique? C'est-à-dire que le contexte dans lequel on se dresse aujourd'hui, c'est un contexte dans lequel
nous ne produisons ou nous ne produisons quasiment plus grand-chose en France, puisque l'essentiel de l'appareil de production est aujourd'hui dans les pays émergents, il est ailleurs. Ce qui veut dire que nous importons beaucoup de choses. Dans un contexte, donc ça c'est le point 1, dans un contexte où potentiellement nous allons le payer un tout petit peu plus cher que d'habitude, parce que nous avons un euro. Alors c'est compliqué de se projeter dans la valorisation d'une monnaie, mais nous avons un euro qui manifestement aura une tendance naturelle à se déprécier, parce que la zone euro aujourd'hui, c'est quasiment 2500 milliards de dettes, avec effectivement quelques difficultés sur l'industrie, quelques difficultés sur l'énergie et les matières premières. Donc notre monnaie, elle n'est pas forcément très attractive quand on la regarde par rapport au yuan ou par rapport au dollar. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc on importe et on fait venir beaucoup de produits de l'extérieur avec une monnaie qui a une tendance naturelle à se déprécier. Et puis, on n'est malheureusement pas indépendant énergétiquement. Donc, dans ce contexte-là, lorsqu'on choisit des PME, des TPE dans lesquels on va investir, il va falloir regarder si la raison est uniquement financière. Parce que Rami a raison, on peut aussi avoir envie d'aller croire dans un projet, d'aller le soutenir, d'avoir envie de faire quelque chose qui va au-delà du financier. Mais si on reste sur le financier dans cet exemple-là et dans cette grille de lecture, il faut se dire que potentiellement, la société dans laquelle on va investir, il faut qu'elle ait un niveau de marge qui soit confortable. Il faut qu'elle ait une diversification de son chiffre d'affaires et qu'elle aille chercher autre chose, sauf si elle adresse un marché de niche. Mais il va falloir qu'elle aille chercher autre chose que de l'Europe. Et si elle a de la dette, il faut que ça soit de la bonne dette. C'est-à-dire, il faut que ça soit de la dette qui ait servi à acheter d'autres entreprises, à financer de la recherche et développement, mais de qualité, des actifs tangibles qui puissent avoir de la valeur. Et ça, c'est très important parce que potentiellement, dans les prochaines années, dans les prochains mois, ces TPE-PME auront probablement plus de difficultés que n'auront des Nestlé, c'est-à-dire des boîtes très capitalisées, des Air Liquide, des L'Oréal, des Walmart, parce que ce n'est pas la même surface financière. En revanche, c'est dans ces sociétés-là, et Rami a raison de le souligner, que l'on va trouver des projets humains, forts, des moments et des aventures. Et c'est aussi là-dedans que l'on va pouvoir trouver la pépite qui va perdurer au milieu de tout le monde. Si on reste dans le trivial, puisqu'on a parlé des tuches, on va parler de Highlander. On va trouver le Highlander, il n'en restera qu'un. Et le Highlander des sociétés et des PME, c'est-à-dire celle qui va racheter ses concurrents et gagner le marché intérieur. Mais soyons très vigilants sur ces thématiques-là. Et c'était pour ça, dans ce sens-là, que l'on a souhaité aujourd'hui faire intervenir et qu'on est intervenu avec Rami pour revenir sur l'intérêt des PME dans vos allocations d'actifs et puis pour rappeler à nos chefs d'entreprise que, eh bien, il existe des professionnels de qualité, apparemment pas dans ce studio, mais qui seront là pour vous accompagner et bien évidemment les équipes de Rami Hassoun et d'Inextinso Transmission. Alors avant qu'on conclue cette émission, moi j'ai trouvé très intéressant un point que tu as soulevé tout à l'heure en disant et ça on reconnaît ta patte alors évidemment pour nos auditeurs alors sauf s'il y a d'anciens clients de Rami ou des clients existants, mais Rami a cette capacité à prendre de la hauteur et effectivement en rendez-vous client à les tirer dans les angles. Donc c'est intéressant quand il vous dit et quand il nous dit moi c'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question de sécurité juridique. Alors Rami, est-ce que tu pourrais dans les quelques minutes qui nous restent dans cette émission expliquer à nos auditeurs, parce que ça c'est aussi une de tes particularités, comment toi aujourd'hui, dans une opération de haut de bilan, quelle qu'elle soit, levée de fonds, cession, parce que tu ne fais pas que de la levée de fonds, comment toi, justement, tu vas aborder ce sujet-là, comment tu vas le sécuriser et où, parce que ça fait beaucoup de questions, mais en même temps, elles peuvent se regrouper en une seule, comment tu vas être capable, à un instant T, d'apporter des solutions aux clients sur ces sujets-là? Dans toute opération de haut de bilan, donc dans toute opération relative au capital, vous avez des avocats d'affaires. C'est essentiel. Le client doit avoir son avocat. Souvent, la contrepartie en face. Donc, ça peut être, comme tu l'as très bien cité, parce que nous accompagnons aussi les différentes entreprises du territoire sur la cession. Donc, c'est-à-dire le souhait de vouloir transmettre leur propre bébé, ce qu'ils ont créé depuis le début. D'ailleurs, j'en profite très rapidement. Souvent, on voit ce métier de directeur M&A comme très financier. Au final, il y a beaucoup d'humains. Il y a beaucoup d'humains parce que quand un chef d'entreprise va vendre son entreprise, c'est une partie de lui qui va vendre, c'est une partie de sa vie qui va vendre. Et donc, il y a beaucoup de subjectif
à ce moment-là. Et je pense qu'il faut être, ou il faudrait, si on parle au conditionnel, être en capacité de savoir l'écouter, de savoir se mettre à son niveau. Moi, je suis très adepte des relations équilibrées, donc de n'avoir aucune condescendance, que ça soit ni la nôtre, ni la sienne. Et dans cette opération que l'on va effectuer ensemble, nous sommes associés pendant ce temps-là, justement, jusqu'à que cette opération se finisse. Donc, qui dit associé pendant un temps donné, c'est-à-dire qu'il y a une transparence totale entre nous, qui amène naturellement à la confiance. Je voulais préciser ce point-là, mais qui pour moi est un point essentiel, qui m'a amené d'ailleurs déjà à refuser des mandats parce que je percevais que la relation n'était pas forcément équilibrée. T'as raison de souligner un point, et je te coupe avant évidemment qu'on revienne sur ton sujet, mais t'as raison de souligner que, en fait, 1 + 1 = 3. C'est une rencontre entre un client, un chef d'entreprise, un projet, et un associé, quelqu'un qui va vouloir créer de la valeur, et 1 + 1 = 3. Oui, c'est deux hommes qui vont, ou 2 équipes qui vont unir leurs forces pour justement créer plus de valeur que s'ils étaient séparés. On avait Claude Nougaro, on a eu Highlander, Les Tuches, si tu veux, 1 + 1 = 11 aussi, hein, Jean-Claude Van Damme. Exactement, bon. Mais comme tu l'as dit, au-delà des belles références. Comme tu l'as dit et comme tu l'as compris ici, il y a 2 particularités. On n'est jamais condescendant. Et ensuite, on est beaucoup dans la vulgarisation, puisque rappelons à tous nos auditeurs que votre serviteur est intervenant, comme toi d'ailleurs, dans des écoles. Et je rappelle encore une fois qu'il est possible de suivre la formation M&A à l'INSEC Chambéry avec votre serviteur, ainsi que le Master 2 de gestion de patrimoine à l'Université de Lyon. Revenons à notre sujet, c'était le petit placement de produit, mais toi-même, tu es aussi intervenant, donc tu as bien cette notion-là. C'est essentiel, en fait. Je pense que c'est essentiel. On doit avoir de la pédagogie, mais tout le monde doit avoir de la pédagogie. Mais qui dit de la pédagogie dit j'ai, moi, une certaine expertise, vous en avez une autre, et c'est ensemble qu'on va réussir cette opération. Moi, je ne pourrais jamais réussir cette opération si justement il n'y a pas cette relation d'associés sur un temps court, un temps donné. Alors j'en profite pour préciser que souvent les opérations capitalistiques, c'est entre 6 et 12 mois. Malgré tout, quand vous avez créé une entreprise depuis 15 ans, 6 et 12 mois, c'est quand même, on peut parler ça de temps court. C'est important d'avoir cette approche pédagogique parce qu'on s'apporte mutuellement. Maintenant, pour revenir sur ta question sur la partie, et très rapidement, sur la partie juridique et financière, en fait, souvent, quand on a des levées de fonds qui sont effectuées, les dirigeants, et là je parle de manière générale, bien entendu, il y a toujours des exceptions, se concentrent principalement sur la valeur de leur entreprise, parce qu'indirectement, elle est aussi peut-être liée à un peu d'ego, ou du moins à ne pas vouloir. C'est celui qui a la plus grosse. C'est celui qui a la plus grosse. Un petit peu. Dit autrement, en tout cas, il y a un focus qui est donné sur ce point, et ils peuvent délaisser les autres. Sauf que, bien sûr, tant sur la levée de fonds que sur la cession, la partie juridique est très importante parce que vous pouvez être pieds et poings liés. Si on parle de cession, ça peut être la GAP. Si on parle de levée de fonds, ça peut être dans le cadre du pacte d'actionnaires. Donc, ça veut dire la gouvernance de l'entreprise. Ça veut dire la liquidité le jour où le fonds d'investissement va vouloir sortir de votre capital. Vous pouvez être pieds et poings liés dans le cadre de cette opération si les 2 points n'ont pas été envisagés. Encore une fois, je vais réutiliser le même terme qui est très important pour moi, de manière équilibrée. Tant la valeur de l'entreprise que l'intérêt mutuel d'un contrat et donc d'un pacte d'actionnaires ou dans le cadre d'une cession, d'une GAP, donc de l'ensemble de la documentation juridique. Exactement, mais ce point-là, il est vraiment décisif pour tous les, encore une fois, pour tous les dirigeants qui nous écoutent. Il y a la question du prix brut, il y a la question du prix net, qui est aussi un sujet dont on n'abordera pas aujourd'hui, et il y a la question de la sécurité juridique, parce que, comme tu l'as dit, dans la notion de temps, ma boîte, je l'ai créée avec 1 000 € il y a 15-20 ans. Ce que je vais vivre pendant 6-12 mois avec mon banquier d'affaires et mon équipe d'avocats, d'experts comptables, de notaires, ça va être intense. Ça va être dur. Mais si je le fais, c'est qu'à la fin, j'ai envie de passer à une autre vie. J'ai envie de fermer une porte pour aller vers une autre vie. Et notre rôle à nous, en tant que conseil, toi, moi, les avocats, les notaires, les experts comptables, les auditeurs, c'est de faire en sorte que cette porte-là, elle soit fermée la plus sereinement possible. Et que derrière, une fois qu'on est terminé, eh bien, le temps de cerveau, il soit concentré sur autre chose, sur la famille, sur un nouveau projet, sur aller soutenir des jeunes entrepreneurs. Et c'est vrai qu'on sous-estime trop, dans une session, l'importance de la garantie d'actifs passifs. On va pas rentrer dans les détails juridiques.
On sous-estime trop les clauses de paiement de prix. Des fois, il vaut mieux être payé tout de suite plutôt qu'avoir un complément de prix avec un investisseur étranger qui finalement la conditionnera à des sujets comptables, mais qui seront peut-être pas toujours facilement maîtrisables ou qu'il faudra aller chercher. Et ça, les pactes d'associés, les pactes d'actionnaires, et ça, c'est très, très important. Et c'est là où on peut continuer à créer de la valeur et il va y avoir vraiment une importance de la part du conseil. Et je l'ai dit tout à l'heure avec des mots très triviaux et presque un peu vulgaires, et je m'en excuse pour l'auditoire, mais quand j'ai dit c'est celui qui a la plus grosse, moi, je crois que dans les facteurs clés de succès d'une opération, il y a évidemment le choix de l'équipe. Évidemment, ça c'est le point 1. Le choix du banquier d'affaires. Et puis après, il y a un moment donné, il y a évidemment la vulgarisation, la pédagogie. Et puis après, il y en a un autre, c'est être capable, à un instant T, d'échanger avec le dirigeant pour lui faire comprendre que pour gagner, à un moment donné, il faudra être capable de passer au-dessus de l'ego, au-dessus de la fierté. Parce que ce qui compte à la fin, c'est qu'on ferme ses portes dans des bonnes conditions et qu'on puisse tous sabrer le champagne et passer un bon moment, serrer la main et se dire qu'on a vécu une aventure sympa et que c'est peut-être le début d'une deuxième. Oui, je te rejoins. Je te rejoins à 100% sur ce point. Vous savez, peut-être juste pour finaliser sur le sujet juridique, le diable se cache dans les détails. C'est pas nouveau. Et d'où le fait qu'il est important d'être accompagné par un avocat d'affaires à ses côtés et un banquier privé qui a la connaissance fine de chacune des virgules tant du pacte d'associés dans le cadre d'une levée de fonds que de l'ensemble de la documentation juridique qui est signée dans la session. Donc, pour clôturer peut-être ce point, oui, il y a la valeur de l'entreprise, oui, il y a le cash brut et net post les différentes taxes en question, ou alors, oui, il y a la pré-monnaie, comme on peut l'appeler, dans le cadre d'une levée de fonds. Certes, il y a la valeur de l'entreprise qui est là, mais le juridique, encore une fois, est tout aussi important que le financier, et les deux sont à envisager de manière simultanée pour avoir un deal qui est encore une fois équilibré. Exactement. L'équilibre, le pourquoi, l'humain, c'est les trois mots clés de cette intervention d'aujourd'hui. Un grand merci à Rami Hassoun. Et il y a quelques temps, je finis ma présentation et il y a un dirigeant qui me regarde et qui me dit: Fabien, mais du coup, pourquoi je signerai avec vous? Et je le regarde et je lui dis: vous savez pourquoi? Parce que avec mon équipe, avec mes partenaires, je suis capable de vous donner une expertise pointue pour une clientèle locale et dans le temps. Et il me répond: prouvez-le-moi. Je lui dis: j'ai pas besoin de vous le prouver, écoutez juste Radio Grand Lac. C'était Fabien Giraud en direct de Radio Grand Lac avec Rami Hassoun. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on vous dit à très très vite pour une nouvelle émission dans 15 jours. Au revoir. Merci Fabien. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.